partir avec ça. Alors voilà. Alors, bienvenue, Julia, au 5e épisode du balado Autour du traducteur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Julien, je vais le présenter sommairement, puis je vais après ça le laisser, en rajouter parce qu'il y a toute une feuille de route. Julien est, professeur actuellement depuis quelques temps, très récemment là, devenu professeur à la Metropolitan Toronto ou Toronto Metropolitan University. Et puis après avoir, été pendant 6 ans, professeur, je crois que tu étais professeur adjoint, c'est ça, à l'Université, du Québec à Gatineau? Chargeur de cours. Et chargé de cours, d'accord. Et mais ce qui est, particulièrement intéressant, c'est son parcours professionnel qui est hors, son parcours de recherche, son doctorat qu'il a fait sur, la dictée, qui, est devenue une technique, qui existe depuis très longtemps, puis qui a réussi à s'arrimer au changement technologique, qui a réussi à faire sa place à sa façon. C'est ce que Julien va nous expliquer. Moi, je vais apporter aussi mon point de vue parce que je parle bien haut et bien fort pour la dictée parce que ça a plein d'avantages dans la situation dans laquelle on vit. Et Julien va nous présenter ce qu'il appelle le concept Lean. Tu vas nous parler du concept Lean par rapport à la dictée. J'ai trouvé ça tellement intéressant comme approche. Tu vas nous parler aussi du 10e anniversaire de ton entreprise que tu as fondée, INTR Technologies. Et tu vas nous parler évidemment de Tradict, qui est la plateforme d'apprentissage de la dictée que moi-même, je me suis inscrite à un cours pour pouvoir voir ce que c'était et je le recommande fortement aux gens qui veulent avoir une base en dictée. Vous pouvez l'avoir dans 2 combinaisons de langues pour l'instant, mais il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Julien va nous expliquer ça. Là, actuellement, c'est anglais, français, espagnol, anglais. Et donc, c'est ce qui s'appelle la dictée interactive. C'est le concept que tu as développé, je pense, pendant ton doctorat et par après. Alors, je vais te laisser la parole, puis rajouter des détails sur ce que j'ai Merci en fait, présenté. mais pour ce qui est de la présentation, je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Tu as tout dit. Oui, c'est vrai que je porte plusieurs chapeaux. Et puis, je suis premièrement, présentement, professeur à temps plein. Et puis, je suis chercheur à temps plein par ce fait même. Et donc, je suis un chercheur, mais en ce moment du début de ma carrière universitaire à temps plein, je suis plutôt à la recherche. Donc, je suis très ouvert aux discussions, aux idées. Et donc, je suis vraiment ravi d'être invité ce soir pour discuter avec toi, Sylvie, Mhm. avec d'autres langagières au sujet de la traduction dictée que je trouve toujours une terre fertile pour la recherche, pour apporter des regards neufs, pour proposer de nouvelles choses finalement, une autre façon de faire, de nouveaux outils, des contextes d'application complètement différents. Donc, je suis plutôt à l'écoute, même si je suis invité à parler ce soir. Alors, s'il y en a, le message est lancé. On change un peu la formule des épisodes précédents où c'était plus une présentation de la personne invitée. S'il y en a qui ont des questions à poser à Julia, ben, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser des questions pendant notre discussion. Tu es ouvert à cette façon de procéder-là, si je comprends bien. Parce que là, c'est peut-être un petit peu gros là, comme ça de se lancer. Parce que je ne Oui. sais pas, aussi les gens, moi, en fait, je pourrais peut-être poser des questions, puisque tu en parles. Moi, j'ai l'aspect, la dictée et j'évolue depuis quelques années, dans l'entreprise privée. Donc, j'ai travaillé pour Lionbridge. Actuellement, je travaille pour Oxo Transcript et je trouve que c'est de plus en plus compliqué
je maîtrise très bien la dictée depuis le temps. Ça fait peut-être 25 ans que j'en fais. Puis j'ai réussi, puis j'ai travaillé pour les traductions Tessier. Donc, j'ai réussi à suivre l'évolution technologique à chaque fois, puis à rester quand même capable d'utiliser la dictée. Là, le gros défi que je vois dans l'entreprise privée, je parle, là, je parle pas pour les pigistes qui choisissent leurs outils. Dans l'entreprise privée, actuellement, c'est que les cabinets et les agences, c'est un peu le monde à l'envers, vont s'adapter aux outils de leurs clients. Alors, par exemple, Oxo peut me demander de travailler demain pendant 6 mois de temps sur la plateforme d'un client qui, lui, a MemoQ. Après 6 mois, il va peut-être me demander de travailler pour un autre client qui travaille avec Trados. Ça va encore, j'arrive encore à suivre. Là où j'ai de la misère à suivre, puis ça m'est arrivé, on a eu à travailler avec un client qui avait une application qui s'appelle XTM, puis qui, je dirais, qui remonte à 20 ans. C'est un vieux Trados d'il y a 20 ans, avec plein de balises, là. Parce que Trados, aujourd'hui, il y a très peu de balises, il ressemble de beaucoup à Word, MemoQ aussi. Euh, alors là, on est obligé. Là, je me sens comme, oups, là, il faut que je retourne en arrière. J'ai l'impression d'avancer puis de reculer avec la dictée dans cette perspective-là. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Non, c'est justement l'un des grands défis, disons, des frustrations exprimées même par les traducteurs qui ont fait l'objet des études, de mes études, entre autres. C'est vraiment cette frustration face à disons, la grande panoplie, oui, d'outils que nous sommes appelés à utiliser. Et comme tu dis, on a beau maîtriser un outil, puis s'en procurer un, parce que d'un client à l'autre, d'un employeur à l'autre, on va nous demander d'échanger. Donc, c'est vraiment une grande frustration. Euh, Puis ça demeure l'un des soucis principaux, justement pour l'intégration de la dictée, parce qu'il ne suffit pas non plus d'avoir un logiciel de reconnaissance vocale installé sur son ordinateur, puis que finalement, c'est en même temps une solution, mais ce n'est pas nécessairement la seule façon de faire la dictée alliant le logiciel de reconnaissance vocale à quel que soit l'outil de traduction assisté par ordinateur que l'on a ouvert. Mais c'est vrai que dans le passage d'un outil à l'autre, et puis si l'outil est installé à l'ordinateur versus un outil qui est infonuagique, là, il y a toutes sortes de problèmes qui émergent. Et puis, selon la puissance aussi informatique de la machine, les risques, par exemple, que la machine qui ait un blocage ou qu'il y ait un conflit entre les deux logiciels, par exemple, Trados puis Dragon, ce sont deux des logiciels, sinon pas les plus grands logiciels que l'on peut avoir dans un ordinateur. Puis quand ils fonctionnent en concurrence, c'est-à-dire en même temps, c'est beaucoup pour une machine qui, elle, pourrait ne pas être trop puissante. Donc, c'est problématique, ça demeure problématique. Donc, tout ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est qu'une solution qui commence à s'avérer, c'est d'utiliser de plus en plus des outils qui sont basés, infonuagiques finalement, basés sur les nuages, ce qui permet de contrer tout ce qui serait problématique au niveau de puissance des ordinateurs, d'incompatibilité informatique des logiciels. Mais idéalement, on va viser de plus en plus d'intégration puis de plus en plus d'accès facilité par les nuages. Donc, je pense que oui, on vise plus d'intégration, moins de logiciels installés sur l'ordinateur et plus de facilité de passer d'un logiciel à l'autre sans qu'il y ait de l'incompatibilité. Donc, idéalement, oui, on pourrait dicter là où on peut et peu importe le logiciel de traduction ordinateur, si on en utilise un. Euh, C'est il faut quand très, même, très, oui, il faut quand oui. même noter que ce n'est pas tous les projets qui disons, s'apprêtent à la dictée, de la même Mhm. façon que ce ne sont pas tous les projets que l'on peut faire avec une mémoire de traduction ou avec un traducteur automatique.
Donc, il faut savoir comment utiliser, quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser également. Ça s'applique et pour la dictée comme pour la post-édition et les autres outils, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions à poser par rapport à ce dont on vient de parler? Non, c'est correct? OK. Donc, ce qui m'amène OK, ce qui amène à parce que quand on s'est rencontrés il y a 2 jours, t tu m'avais mis un petit peu, tu m'avais parlé de cet aspect-là d'aller vers, l'utilisation en fait, d'optimiser l'utilisation de nos téléphones, de nos tablettes, de ces outils-là qu'on a, qui font appel à des applications infonuagiques, qui sont peut-être très efficaces et tu parles aussi dans ton billet, que je vous invite tous à aller voir. Je vais d'ailleurs mettre, le lien, demain sur Facebook. Tu parles beaucoup de la possibilité, d'aider des gens, des communautés dont les langues sont en danger, ou des langues qui sont même pas, pardon, écrites, grâce à la dictée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Tu en parles justement dans ton billet. Je trouvais ça Oui, fantastique. oui, justement, ce qu'on vise vraiment avec la recherche, parce qu'on a observé que, oui, la dictée, ça date pas d'hier. La reconnaissance vocale, on en parle, puis on l'utilise depuis au moins une vingtaine d'années. Déjà en 2002, déjà, on le trouve dans la littérature, puis dans les bouquins sur l'utilisation de technologies. On voit vraiment, on voit la reconnaissance vocale a toujours été là depuis une vingtaine d'années au moins comme l'un des outils. Mais ce qu'on vise vraiment avec la dictée interactive, c'est vraiment à regarder la dictée d'une façon différente, d'aller au-delà de l'ordinateur conventionnel. Là, un logiciel de reconnaissance vocale installé sur un ordinateur conventionnel à clavier et à souris. Donc, cette dictée dite interactive serait une traduction qui est dictée sur des appareils euh, interactifs mobiles multimodaux, c'est-à-dire OK. des appareils avec lesquels on peut interagir avec les touchés, avec les gestes. Donc, il y a de plus en plus des façons d'interagir avec les différents appareils. Donc, tout ça, ça vient d'une tendance en informatique qui s'appelle l'interaction multimodale. Donc, on va aller au-delà de la simple interaction par la voix, mais on va combiner différents modes d'interaction. Donc là, on va dicter là où on peut. On va interagir avec les tactiles, avec les touchés, là où on peut, avec les gestes. Il y a bien d'autres façons. Donc, disons, cette dictée réinventée, si on veut, permettra donc de travailler non seulement de façon différente sur des appareils émergents ou avec des technologies émergentes, mais également permettra donc de traduire dans des contextes où l'ordinateur conventionnel finalement soit ne fonctionne pas, soit n'est pas très courant, soit est peu utilisé, soit les ressources ne sont pas nécessairement adaptées. Donc, je pense, entre autres, aux langues ou au contexte où finalement, disons, les gens n'ont pas beaucoup d'ordinateurs conventionnels, d'ordinateurs de PC que l'on Et branche. ils n'ont pas Puis, accès non plus à des mémoires de traduction, à la traduction neuronale. Nous, on trouve ça ren on est exactement. pour nous, c'est rendu évident, Exactement. ça fait partie de notre, réalité, là, mais il y a Donc, beaucoup de pays où c'est oui. impossible. Il y a des pays, il y a Mmh. des contextes, il y a des sociétés, il y a des communautés où leur premier accès à des machines, à des ordinateurs, c'est un téléphone mobile, c'est une tablette numérique. Euh, donc, disons, cette nouvelle façon de travailler serait la première façon, serait la façon de traduire. Donc, oui, on parlait de langues minoritaires, on parlait de langues qui n'ont pas de système d'écriture également, ou les langues Oui, également. Là où il faudrait qu'il y ait une communication, il faudrait qu'il y ait une trace écrite ou orale
Donc, la traduction dictée va permettre vraiment d'augmenter l'activité traductive dans ces langues-là, que ce soit à partir de ces langues-là ou vers ces langues-là. Donc, ça ouvre vraiment des portes. Et puis, je rappelle, puis je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ce n'est pas toutes les langues et puis dans tous les contextes où on a des ordinateurs conventionnels, des outils conventionnels et des ressources informatiques puis linguistiques textuelles suffisantes pour en faire des outils comme on en a eu, nous, traditionnellement en Occident, puis pour les grandes langues européennes. Moi, je vois aussi un intérêt, économique pour, justement, dans les pays émergents ou les pays, ça peut augmenter, ça peut, être une façon de lutter contre la pauvreté aussi parce que l'information, circule plus facilement, les nouvelles technologies, donc on peut les traduire, comme tu dis, faire une traduction, dans une langue, il y a une trace écrite ou une trace orale dans les nuages et cette information-là peut être, récupérée par d'autres personnes qui vont pouvoir, adapter ces nouvelles technologies-là dans leur réalité. Moi, je vois que c'est fantastique. Ça peut être un moyen de lutter contre la pauvreté dans le monde, là. Exactement. Voilà un projet potentiellement en partenariat avec des organismes comme l'UNESCO, par exemple, où l'on pourrait quantifier ses besoins puis ses avantages potentiels de l'augmentation de la quantité d'informations traduites puis du bienfait que ça pourrait euh, donner. Alors Myriam, elle a une question, je pense, ou un commentaire? On t'écoute? Oui, alors moi, je suis en train d'imaginer, de réfléchir dans quel contexte et comment un traducteur il peut utiliser la dictée. Je n'arrive pas à voir ça. Dans bien contexte, donc, disons, la technique à la base de la traduction dictée, c'est la traduction à vue. Donc, tout texte sous format écrit qui serait devant un traducteur est dictable. Donc, un traducteur en fait une traduction à vue. Donc, une traduction dictée serait celle qui, cette traduction à vue devient un texte écrit et ce serait grâce à, en 2022, en 2023, ce serait grâce à la transcription automatique que permet la technologie de reconnaissance vocale. Mais à l'époque, dans les années 60-70, c'était des secrétaires qui transcrivaient des enregistrements d'une traduction dictée, qui serait une traduction à vue faite par un traducteur qui dicte, s'enregistre. Avant, c'était des êtres humains, des secrétaires qui tapaient la transcription, donc la dictée, et puis maintenant, avec la technologie de reconnaissance vocale, il n'y aurait pas cette étape de transcription qui serait périphérique. En fait, nous, on est payé pour traduire. Nous, on est des traducteurs. La transcription que l'on fait nous-mêmes de notre traduction serait une tâche dite périphérique, mais on est devenu tellement dépendant du clavier que on ne pense pas nécessairement à séparer ces deux processus. Une chose, c'est traduire, une autre chose, c'est taper, puis nous, on ne devrait pas avoir à taper. Donc, dans un contexte, par exemple, c'est ça, un traducteur qui n'a pas de clavier ou qui n'a pas jamais été formé au clavier, lui, il ferait des traductions en vue et ça serait en s'enregistrant, puis en utilisant un système de transcription automatique qui serait la reconnaissance vocale. Mais il faudrait parler de transcription automatique pour dire une traduction dictée qui serait par la suite transcrite, donc le résultat étant un texte écrit. Okay, merci. Louise aussi avait un commentaire. Bon, bonjour, plutôt bonsoir. J'ai essayé à 2 reprises, moi, d'intégrer la dictée dans mon travail. C'est quelque chose qui m'aiderait énormément parce que j'ai des problèmes au niveau des mains, mais peu importe. Là. Et puis, je m'enfarge toujours dans le logiciel avec lequel je travaille, que ce soit MemoQ ou Trados. Moi, comme traducteur, on traduit des segments. Puis dans les segments, maintenant, on a déjà une pré-traduction. C'est que tu essaies de corriger vocalement la traduction qui est déjà là, puis là, ça devient tellement... quand je laisse tout tomber, je dis, oh, je reprends mon clavier avec mes mains, puis j'aimerais bien ça, être capable de faire de la dictée, mais je ne vois pas comment on peut faire ça avec les outils avec lesquels on travaille.
et le contexte dans lequel on travaille, où est-ce qu'on a des balises intégrées, des choses en plus de traduire. Là, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire dans les segments. C'est pour ça qu'on est chercheur, c'est pour ça qu'on fait de la recherche, puis aussi du développement possible. Mais une chose à savoir, par exemple, avec, disons, la post-édition dictée, si on peut l'appeler comme ça, puis on en a fait des études, des essais, des projets pilotes où il faudrait voir parce que reconnaissance vocale hors contexte, elle ne voit pas, par exemple, un contexte. Donc, si vous dites un mot, si vous êtes en train de corriger, par exemple, un verbe conjugué, mais là, vous ne faites qu'échanger ces mots-là pour les reconnaisseurs vocaux, il n'a pas ce contexte pour savoir est-ce qu'il a dit c'est comme S-A-I-T ou S-A-I-S. Ou, vous voyez, donc, d'habitude, puis avec les études qu'on a fait, on conclut souvent que même s'il est nécessaire de rédicter un segment complet, mais avec la révision. Là, le logiciel aurait tout le contexte qu'il lui faudra, mais c'est vrai que ça demeure un défi. Juste dicter un mot, ce n'est pas nécessairement évident, au moins qu'il y ait une intégration, puis qu'il y ait une façon pour que le logiciel puisse désambiguiser, puis comprendre c'est quoi que le traducteur est en train d'essayer de dire. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des logiciels qui communiquent, puis ça demeure un défi. La post-édition des segments, puis un mot ou deux dans un segment. Effectivement, je confirme que c'est la difficulté. Puis ce que j'ai tendance, moi, à faire, c'est de ne pas garder la post-édition. Ça dépend là, comment l'interface est faite, mais on a souvent, avec MemoQ, comme un volet à droite où on voit le segment post-édité. Mais je laisse mes cellules, je ne mets rien dedans. Alors, quand je dicte, ma cellule c'est comme si je dictais, je partais de zéro, mais je vois à droite le segment post-édition. Puis l'intelligence artificielle est rendue très forte, là. On a vraiment des bons résultats. Alors, je m'en sers, puis j'apporte la correction en cours de route. Par exemple, il y a des segments qui sont à 95 puis il s'agit juste d'enlever un mot ou de rajouter une date ou quelque chose comme ça. Alors, je relis tout simplement ce que je vois à droite. Puis, je rajoute la date, je corrige la date. Par exemple, c'était 2022 qui était écrit, puis là, c'est 2023. Alors, puis là, le segment, étant donné que je le dicte tout, comme dit Julien, bien là, le logiciel a assez d'informations pour bien écrire. Fait qu'il y a très peu de fautes, là. Je ne rajoute pas des fautes. Alors, ce que tu dis, c'est que la partie à traduire, elle est blanche. D'abord, tu l'as vidée. Oui, exactement. Exactement. OK, ça faudrait que je sache comment faire ça. Parce que c'est ça. Ben, en fait, dans MemoQ, tu es chanceuse de travailler dans MemoQ parce que moi, j'ai essayé plein de choses. Même ça ne fonctionne pas. MemoQ, ça fonctionne bien. Et Trados, ça fonctionne bien à condition de rajouter une application j'oublie le nom, là, mais c'est une application qui permet, encore là, il faut travailler avec Dragon, là. Oui. Dragon, puis il y a une application qui reconnaît toutes les commandes de Dragon. Puis même, on peut en rajouter. Fait que j'ai une capsule, d'ailleurs, si tu veux, là, je l'ai mise sur le site de Tradinter. J'ai préparé une capsule pour montrer les résultats qu'on obtient. C'est incroyable. Julien, peux-tu nous dire, justement, en parlant de vitesse, la différence entre quand on parle puis quand on écrit, vous autres, vous avez des résultats, des chiffres pour nous montrer à quel point on est tellement plus efficace quand on dicte que quand on tape? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai même envie d'en faire un grand projet dans beaucoup de langues, mais en français, je me suis amusé à démontrer que le français est l'une des langues où on voit le plus marqué cet écart entre la langue tapée et écrite. Et on s'est amusé, puis quand j'ai dit on s'est amusé parce que je trouve que c'est vraiment fascinant puis amusant, mais vraiment à mesurer chacun des sons, des phonèmes
versus la quantité de frappes au clavier. Et puis, on arrive à comparer les deux résultats, puis on arrive à démontrer, dans la plupart des cas, on a besoin de presque toujours en français le double de frappes au clavier qu'on a besoin de son. Et puis, quand on mesure aussi la vitesse de frappe, puis la précision de frappe également, donc en tenant compte que personne n'est 100% précis, donc tout le monde va faire des erreurs au clavier, et avec toutes les corrections. Donc, ça mesure la précision, mais aussi la vitesse de frappe. Puis, on arrive à démontrer que la plupart des gens en français, et puis on l'a fait avec des traducteurs, mais ça s'applique avec n'importe qui va taper des textes en français, vont mettre des 3, puis on a même vu des cas où les gens mettent jusqu'à 7 fois plus de temps pour taper quelque chose qu'ils peuvent dire tout simplement dans une voix naturelle. Donc, d'une part, parce que les Français, l'écart entre la langue tapée et la langue parlée est très grand, est très important. Et puis aussi parce que les gens, ils tapent pas nécessairement vite et tapent pas nécessairement de façon précise. Donc, cet écart-là, et puis on arrive à démontrer que le temps que l'on passe au clavier, puis l'effort technique que l'on met, c'est du gaspillage. Puis c'est déjà quand on parle de lean, la pensée lean, c'est l'élimination du gaspillage. Puis on se rend compte à quel point la saisie au clavier représente un grand gaspillage pour les traducteurs et particulièrement pour les traducteurs en français. Puis j'ai envie de faire une grande étude pour démontrer cet écart entre la langue écrite, la langue tapée, plutôt tapée et la langue parlée en plusieurs langues pour démontrer Pour le comparer. potentiel qu'il y aurait. Oui, exactement. Le temps que l'on met pour taper quelque chose versus le dire, puis l'écart qu'il y a entre le nombre de frappes au clavier versus les sons, les phonèmes. D'ailleurs, dans ton billet que tu as affiché, tu as présenté aujourd'hui, tu donnes l'exemple de Vigneault, Monsieur Vigneault. Vigneault, on a 2 phonèmes. Comment tu expliques ça? Puis combien de frappes que ça prend? Je l'expliquais, Vigneault, donc Monsieur Vigneault, donc pour dire Vigneault, shift. Shift, je ne sais pas comment on dit la touche shift en français. Là. Majuscule, mage, Oui, ouais, majuscule. mais d'habitude, on va en faire 2. Donc, c'est 2. Puis Vignon, V-I-G-N-E-A-E-U-L-T. Puis plusieurs qu'on ne prononce pas. Il y a les 3 voyelles que c'est juste une voyelle. Il y a le GN, c'est juste un son. Donc, Monsieur Vignon, c'est 20 frappes au clavier, puis c'est 9 sons. Donc, c'est le double, le nombre de frappes. Puis on dit Monsieur Vignon. Puis là, on va taper, si selon notre dictée, on peut mettre de 3 à 7 fois plus de temps à taper ça. Puis c'est juste un petit exemple, mais on l'a mesuré avec des traducteurs qui tapent pendant plusieurs minutes, puis on se rend compte qu'il y a un grand gaspillage à taper versus dire quelque chose. Puis il y a une autre chose aussi dont tu parles justement avec le concept lean, c'est unlearn et learn. Hein. C'est la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas juste par rapport à la dictée. Il faut désapprendre pour apprendre, et puis désapprendre encore pour apprendre. Et puis c'est tout à fait vrai avec la dictée. Hein. Oui, tout à fait. C'est que ça ne date pas d'hier, mais c'est juste qu'on a de la misère à laisser derrière nos vieilles pantoufles. On a des habitudes, puis souvent, c'est ça, on n'arrive pas ou on ne peut pas se permettre de réinventer la roue. Mais c'est pour ça que l'on préconise peut-être une intégration progressive. Les gens, ils peuvent petit à petit adopter de nouvelles façons de faire, puis en se faisant laisser derrière des anciennes façons de faire. Donc, c'est quelque chose, mais c'est vrai qu'il faut désapprendre parce qu'on est tellement habitué à taper qu'on n'arrive pas à s'imaginer ne pas taper. Mais je vous dis, moi, de plus en plus, je tape de moins en moins, je tape de moins en moins vite parce que je désapprendre la saisie au clavier et puis je suis beaucoup plus éloquent
Et puis, ça m'aide beaucoup pour mon travail avec la reconnaissance vocale. J'irais aussi dans le sens de ce que j'expliquais à Louise tout à l'heure, que je mettais mes cellules, je laissais mes cellules sans texte, puis je dicte en m'inspirant de ce que je vois dans le volet de droite. Moi, je vais rajouter le côté processus cognitif qui a été l'objet de ma thèse de doctorat. Puis, je me rends compte qu'en dictant, parce que justement, les Trados, MemSource, c'est toutes c'est 2 colonnes, puis on perd tous nos repères qu'on a normalement quand on lit. On perd les paragraphes, on perd quoique ça s'est amélioré, mais on perd les polices de caractères, la taille des caractères et tout ça. Et donc, ça nous permet, c'est plus difficile dans cet environnement-là de garder, de bâtir le fil conducteur. Parce que notre travail comme traducteur, c'est de faire un nouveau fil conducteur dans la langue d'arrivée. Pour que le texte soit cohérent, qu'il y ait de la cohésion, tout ça. Puis en utilisant cette façon de procéder que j'expliquais tout à l'heure, je reste en allant assez vite, je reste dans. Je garde la cohérence. Je ne me demande pas ce que j'ai dit. Est-ce que c'est au masculin ou féminin dans la phrase précédente? Comme je vais assez vite, mes pronoms sont généralement corrects, mes accords et tout ça, parce que j'établis la cohérence au fur et à mesure. Tandis que si je mets toute la post-édition dans les cellules, ben là, je perds un temps fou à aller voir ce qui a été dit avant. Parce que ça optimise la mémoire à court terme. On utilise beaucoup avec la dictée la mémoire à court terme, qui garde à peu près 3 à 7 informations. Puis si ces informations-là, si on va assez vite, ces informations-là, il y en a qu'on laisse tomber, puis il y en a d'autres qu'on bascule dans notre mémoire à long terme. Mais quand on utilise la façon avec laquelle on travaille de plus en plus, là, avec la post-édition, la traduction neuronale, notre mémoire à court terme, n'est pas mise à contribution. Alors, puis justement, sans clavier, c'est encore plus vrai parce qu'on utilise on est plus comme sans clavier, comme dans une communication de personne à personne. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que même, c'est fou là, mais je m'en suis rendu compte que j'aimais ça dicter parce que ça me donnait du bien-être. Parce que quand on parle de personne à personne, on a une communication qui se fait. C'est un peu la même chose. On reproduit avec la dictée un acte de langagier qui est très proche de la communication avec une autre personne. Alors, ça nous donne du bien-être, puis on est beaucoup moins fatigué mentalement aussi. En tout cas, c'est une autre fatigue. C'est une bonne fatigue, je dirais. Ça, c'est vrai. C'est une autre fatigue, oui, différente. On est fatigué de la voix, oui, mais on n'est pas obligé de travailler 8 heures ou de dicter 8 heures. C'est une autre chose que l'on rappelle souvent, c'est que s'il y a des gains, des possibilités possibles, ça ne veut pas dire que l'on va nécessairement doubler sa productivité dans une journée de 8 heures normale, mais plutôt peut-être on va raccourcir. Oui, sa journée à 4 heures, par exemple. Il m'arrivait souvent, parfois, d'avoir des contrats de traduction, puis au bout de 2 heures à 3 heures dans une journée, j'aurais déjà fait mes 2000 mots suffisants pour call it a day, de dire, voilà, j'ai fait ma productivité, j'ai fait mes mots pour la journée, puis là, il est juste 8 heures du matin, parce que j'aurais fait ça depuis 5 heures du matin. 8 heures du matin, j'aurais déjà fait mes 2000 mots, puis je m'en vais faire d'autres choses le reste de la journée. Donc, c'est une autre fatigue, mais on compense aussi. Marie-Élodie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi, c'était plus une question d'ordre pratique parce que, moi, je suis en 2e année au bac, puis ils sont encore à l'ancienne méthode, beaucoup avec « on va l'écrire ». Donc, on a quand même des cours d'informatique appliqués avec Logiterm, avec MemoQ, avec Trados, etc. Et à un moment donné, on nous a montré Dragon. Puis moi, j'avais déjà utilisé Dragon dans le cadre de mes études parce que j'ai justement de la lenteur au niveau de la dactylographie. Et en fait, Dragon, ça demande quand même d'être extrêmement, disons, j'allais dire éveillé à... Mais oui, en fait, c'est éveillé à ce que tu dis parce que
il dicte vraiment tout ce que tu dis. Donc, si tu te répètes, il va te répéter. Ah oui. Donc, ça prend combien de temps, on va dire, à un traducteur lambda pour expérimenter ce système-là et pouvoir s'en servir au quotidien? Ça vous a pris combien de temps pour vraiment vous en servir? Moi, je peux te répondre. Je peux peut-être donner ma réponse, Julien, parce que je me la suis fait poser tellement de fois, puis je suis passée par là aussi. Moi, j'ai commencé sans Dragon. J'ai commencé aux traductions Tessier, obligée de travailler là avec la dictée. Je n'avais jamais dicté. OK. 3 jours. Ça prend 3 jours. 3 Ah oui. jours, mais là je dictais avec un dictaphone puis une opératrice, là, le système, l'ancien système. C'est ça. Alors, ça te donne une idée. Au bout de 3 jours, tu es capable de te débrouiller, là, parce que tu t'améliores avec le temps, là, mais au bout de 3 jours, tu es autonome. Je ne sais pas, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi. Ma réponse, qui est dans un autre sens. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un temps pour apprendre à dicter avec Dragon. Moi, je pense que l'intégration, la traduction dictée, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend petit à petit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a misé sur le développement d'une pédagogie de la traduction dictée, parce que de la même façon qu'il y a des cours de traduction en vue, des cours complets à l'université de traduction en vue, dans les écoles européennes notamment, on n'a pas ça ici au Canada, mais on trouve que ça prend un développement d'une technique d'abord, même avant d'utiliser la reconnaissance vocale, donc maîtriser la traduction à vue d'abord, parce que avec cette maîtrise-là, on apprivoise beaucoup plus facilement le logiciel. Puis lui, il va nous comprendre mieux, parce que là, on ne va plus hésiter, on va hésiter de moins en moins. On va être capable de dicter une phrase du début jusqu'à la fin, sans s'arrêter à la toute fin, donc sans que le logiciel perde le fil de notre idée, de notre pensée. Donc, je pense que c'est une technique à apprivoiser. Et il faut apprendre à dicter, il faut suivre des cours, je dirais. Il faut être prêt à dicter aussi, puis s'habituer à faire des dictées sans en faire des traductions dictées, c'est-à-dire composer un courriel, par exemple, ou composer une lettre, ou s'habituer à faire des choses qui nous viennent beaucoup plus spontanément. Parce que là, la traduction dictée, c'est un autre défi. Mais si on arrive à faire de plus en plus de choses avec sa voix, à composer des textes dans sa langue, un courriel au client, par exemple. Donc, on développe de plus en plus cette capacité à parler ce qu'on veut écrire, puis ça peut inclure notre traduction comme tout autre texte qu'on veut dicter. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit une intégration progressive. Et puis, c'est vrai que plus on utilise le logiciel, mieux il va nous comprendre. Puis là, je ne suis pas là juste pour parler de Dragon, mais Dragon est un exemple de logiciel qui a besoin d'être utilisé pour qu'il apprenne à nous comprendre mieux. Mais il y a d'autres solutions comme celle qui utilise Google, dans Google Docs, par exemple, qui n'est pas un logiciel que l'on entraîne. Il arrive à s'adapter. Parfois, on hésite. Puis là, il a compris qu'on a hésité, donc il va effacer les citations, etc., etc. Donc, c'est quelque chose à développer. On apprend, mais on l'apprend assez vite. D'accord, c'est pas quelque chose que vous devez développer avant de vous partir ou même avant d'être employé. C'est pas quelque chose que, ultimement, ce serait bien de le développer au niveau de l'apprentissage universitaire, mais c'est pas quelque chose de nécessaire pour pouvoir être efficace au travail au départ. Justement, c'est pour ça que l'on a misé sur le développement d'une formation. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est un petit cours d'introduction, mais en collaboration avec un institut en France, avec l'ICIT de Paris. On développe depuis des années, donc on est arrivé à développer cette formation d'initiation. Mais là, on travaille sur le développement d'un cours universitaire complet qui se ferait sur une trentaine d'heures, par exemple. Et puis, on formerait les étudiants, les futurs traducteurs, à faire de la traduction à vue d'abord, dicter avec reconnaissance vocale,
puis ensuite interactive. Ouais, ce serait une bonne chose qu'on ait ça parce que c'est vrai que c'est un outil de travail super important. Merci. Excellent. Avec plaisir. Moi, je rajouterais aussi que j'ai remarqué depuis quelques années, j'ai pris conscience de ça, qu'il y a aussi notre personnalité qui fait qu'on ne dicte pas de la même façon. Je vais donner un exemple. C'est quand justement j'ai invité Joachim Lépine au deuxième épisode du balado. J'ai parlé du fait que quand on dicte puis qu'on est visuel, on ne dicte pas de la même façon que quand on est auditif. Surtout à l'étape parce que, en fait, de la dictée, il y a une autre étape qui se rajoute, c'est maintenant avec la synthèse vocale, c'est que autrefois, il y a des gens qui se mettaient à deux, puis il y en a un qui traduisait, puis l'autre, il relisait à voix haute la traduction pour voir s'il y avait des tournures maladroites, des tournures, parce que des fois, on lit, puis on dit, ah, tout est correct, Oui, mais on des l'entend, choses puis on qui se se dit, disent ben, on pas. ne dit pas Oui, ça. ou Exactement. C'est se disent juste à moins voix bien haute. parfois. Oui, oui. Exactement. Ou on se dit, c'est trop long, ben non, on pourrait raccourcir ça puis dire la même chose. Et la synthèse vocale, qui est une des fonctions qu'on retrouve maintenant dans Office 365, Word, PowerPoint, Excel, dans Google Doc, on la retrouve aussi, dans Dragon, permet de relire. Puis en parlant avec Joachim, lui qui est un auditif, puis moi je suis visuelle, je me suis rendu compte qu'à l'étape de la synthèse vocale, on ne travaillait pas du tout de la même façon. Lui, il travaille plus avec la composante orale. Il va faire sa traduction, il va se lever de son bureau, puis il va écouter sa traduction. Moi, c'est pas ça. Je reste à mon écran, puis je regarde ma traduction, puis je regarde l'anglais puis le français. Je joue beaucoup avec les yeux. Puis c'est en parlant avec lui que je me suis rendu compte que, et puis il y a les kinesthésiques aussi, je ne sais pas, les kinesthésiques, j'en connais pas de traducteur kinesthésique, là, mais il y a aussi notre personnalité qui va faire qu'on n'est pas tous faits pareil, on n'interagit pas. Puis ça va être des choses qui vont aussi se développer. Puis on a tellement peur aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la post-édition qui prend toute la place, puis on se sent maintenant qu'on est rendu des réviseurs de post-édition. Mais je peux vous dire que les êtres humains, ils dépassent la machine. La machine reste. Il faut qu'on s'adapte à l'arrivée de la machine, à l'arrivée de la traduction neuronale de plus en plus efficace. Mais il reste qu'un être humain, c'est un être humain. Il n'y a pas de machine qui peut remplacer un être humain. En tout cas, je pense. Tout à fait. Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou avais-tu des choses à rajouter? Il y avait une main levée depuis tantôt, mais je ne sais pas si c'est la même main levée. Non, c'est pas ça. Ah, c'est Myriam. Ok. Myriam, est-ce que vous aviez d'autres choses à demander? C'était la main levée de tout à l'heure, mais c'est ça, moi j'ai l'impression qu'on a besoin d'une formation pour apprendre à traduire à partir d'une dictée. Parce que moi, ça me paraît un petit peu, disons, difficile, ou alors ça me prendra beaucoup de temps. Parce que quand on traduit, c'est pas toujours fluide, il y a des hésitations, Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, Tout à j'aimerais fait. bien, oui, je pense qu'on a besoin d'une formation pour voir comment on traduit en utilisant la reconnaissance vocale. Oui, Mais de justement, toute c'est façon, c'est là. intéressant, je vais l'essayer. Oui, c'est si on a trouvé si on a vu les potentiels dans les études, notamment au doctorat, on a vite reconnu que c'était le défi pédagogique le plus important à vraiment. C'est ça, les traducteurs, ils voient tous les potentiels, ils en font l'expérience, ils ont hâte que ce soit davantage développé côté technique, mais tout le monde reconnaît les besoins d'être formé à la traduction dictée. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré là-dessus. Puis c'est vrai que ce n'est pas pour l'instant un module qui est inclus dans les cursus universitaires, mais on a réussi à faire différents types de formations en présentiel maintenant avec la plateforme que l'on a pour l'auto-apprentissage ou l'apprentissage autodirigé. Mais c'est vrai que tout le monde reconnaît la pertinence de la formation.
puis il voit dans une formation d'introduction déjà assez de base pour qu'on puisse continuer soi-même de bâtir son propre apprentissage, puis de faire l'intégration progressive. Finalement, on ne veut pas que vous prenez un cours aujourd'hui, puis lundi matin, vous êtes en train de faire uniquement de la dictée. On veut que l'intégration soit progressive, puis c'est de cette façon-là que l'on peut en tirer le meilleur profit. Et pensez-vous qu'on peut traduire à partir d'une dictée pendant toute la journée? Parce que j'ai l'impression que ça fatigue la voix aussi. Hein? Ça peut fatiguer la voix, justement, mais comme on disait tout à l'heure, si on a un certain nombre de mots à faire par jour, puis que la dictée, si elle permet des gains de productivité, ça veut dire qu'on va travailler moins de temps dans une journée. Effectivement. Oui. Je pense que Louise voulait rajouter quelque chose. Oui, encore côté pratico-pratique. Aujourd'hui, les traducteurs aussi, on a des fois des contrats où on a, mettons, 5 000 mots sur 10 000 à faire. Ça veut dire que je ne peux pas tout vider les segments, comme tu dis, parce que des fois, j'ai des 100%. Et en tout cas, j'essaie de voir dans ma tête comment je peux travailler avec toutes ces barrières-là qui, c'est des stocks. Tu as des 100%, des fois, tu as des 100% qui sont bloqués, que tu ne peux pas toucher. Puis il y en a d'autres fois, ben, si tu vois que tu as des clients qui disent, ben, si tu voyais une erreur dans le 100%, corrigez-la. Et puis, des fois, ils ne sont pas bloqués, mais en tout cas, ils devraient être bloqués. S'ils étaient bloqués, je pourrais au moins vider les autres, puis ceux-là restent bloqués, puis ça ne bougerait pas. Mais puis tu sautes par-dessus en dictant. Je suppose que ce serait une façon de le faire, là, de bloquer les 100%, puis après ça, de vider le reste. Là, mais en tout cas, j'adorerais être capable de faire ça. Là, c'est comme j'ai dit, ça fait 2 fois. Il y a une autre façon aussi que moi, j'ai commencé à faire avec MemSource, parce que MemSource, on ne peut pas utiliser la dictée. Puis je pense qu'on peut faire avec MemoQ, c'est de télécharger la version .docx qui est avec c'est sous forme de tableau. Donc, à gauche, tu as en .doc, donc tu es en Word, dans Word. Et puis, l'avantage, c'est que quand tu dans ce format-là, si tu as des segments qui sont répétés, tu ne les vois pas dans ton .doc. On pourra s'en reparler si tu veux à un autre moment, là, te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Puis une fois que tu as fait ta dictée dans ton .doc, après ça, tu téléverses, tu le ramènes dans… Donc, tous tes segments bloqués ou 100% ou tes segments qui se répètent, mettons, tu as un segment qui se répète 20 fois, dans le fond, tu as juste besoin de le dicter une fois. C'est encore plus vite, ça, Julien. Quand tu as un segment c'est ça, là. Tu as une phrase qui revient 20 fois, tu la dictes une fois, là. Puis tu la dictes comme il faut, puis après ça. Mais là, dans ton .doc X, tu la vois une fois. Tu n'as pas besoin de sauter par-dessus. Les autres sont désactivés. On pourra regarder ça si tu veux, là, un autre moment. On pourra se donner un rendez-vous, puis je pourrais te montrer comment ça fonctionne. Ça prend absolument Dragon ou si Siri va fonctionner là-dedans? Non, Siri, non, moi, je travaille à ce moment-là souvent. Comme là, je suis au Brésil, Dragon, je ne l'ai pas, c'est l'ordinateur du bureau. Fait que je travaille avec Office 365. Tu me prends Office 365, puis la voix, tu choisis la voix de français québécois, si tu préfères, si tu es plus à l'aise, ou français de France, un homme ou une femme. C'est fantastique maintenant, là. Puis c'est gratuit, je veux dire, ça fait partie de ta suite Office. T'as pas… Dragon, là, c'était rendu autour de 400-500 $, je pense, hein? C'est cher. Oui, je ne connais pas les prix là actuellement, mais il y avait plusieurs versions. Oui. Ouais, c'est à peu près 500-600 $ maintenant. Avant, c'était encore plus cher que ça, mais ouais, c'est quand même assez dispendieux. Fait que si on résume, donc là, Julien, là, tu te lances à fond la caisse comme professeur et comme chercheur à l'Université de Toronto. Tu continues avec ton entreprise Intertechnologie? C'est Oui. le 10e anniversaire aujourd'hui? Mais cette semaine, c'est le 10e anniversaire.
Donc, tu vas trouver du temps, tu vas concilier les deux. J'imagine que tu vas avoir des partenariats entre l'université et ton entreprise? Tout à OK, fait. Oui, oui. OK. Et tu continues aussi, à cogiter parce que là, on a évoqué ensemble la possibilité de mettre en place, des moyens de dictée infonuagique dans différentes combinaisons de langues. Alors ça, c'est ouvert là, il y a rien de précis encore? Exactement, c'est ouvert. Ça demeure l'objet des projets de recherche appliquée en cours actuellement en partenariat avec l'ICIT à Paris. Et ça devient aussi le projet de recherche universitaire qui va commencer également bientôt. Donc, on continue la recherche, développement, test utilisateur, voir les contextes là où ça risque de fonctionner ou de fonctionner mieux, de ne pas fonctionner également. On veut le savoir également. Et puis, c'est une terre fertile, tout est à Mmh. faire. Mmh. Il y en a pour des années de recherche. Donc, j'ai vraiment hâte Donc tu vas avoir des doctorats bientôt avec toi là, c'est ça qui va idéalement, arriver? oui, Ah! idéalement, oui, oui, Idéalement, alors, un appel, aux candidatures, ceux qui veulent faire un doctorat. oui. Commençons par la maîtrise. Commençons par la Ah, maîtrise. d'accord, oui, tranquillement, ben oui, c'est bien. Oui, oui, Ça va être en anglais, donc, l'Université de Toronto est une université unilingue, donc, oui. c'est bien. Bon, ben, c'est bien. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres questions, d'autres commentaires à faire? Donc, tu as ouvert beaucoup tu as mis je pense que tout le monde est songeur, là, pense à: «Ouf, qu'est-ce qu'on va faire?» c'est très, très intéressant. Fait que, s'il y a pas d'autres commentaires Myriam? Oui, alors vous disiez que Dragon, il coûtait entre 500 et 600 $, c'est ça? Mais moi, je vois des personnes qui utilisent des logiciels de reconnaissance de voix, mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont beaucoup moins chers que ça, sûrement. Est-ce que c'est le seul, c'est pas le seul qui existe sur le marché, Dragon, hein? C'est pas le seul, non, c'est pas le seul, mais je me sens pas très à l'aise à essayer de faire la promotion d'une solution ou une autre parce que je ne suis pas payé pour ce faire. Mais entre autres, dans ma formation, moi, j'invite les gens à explorer différentes solutions, mais à essayer différentes façons de faire avec différents types de logiciels. Certains qui sont, par exemple, installés à l'ordinateur versus un fond magique versus une solution qui permet plutôt de transcrire des enregistrements. Donc, les gens, ils feraient d'abord une dictée dans un enregistreur, que ce soit un dictaphone ou une appli dans son téléphone, puis ensuite de faire transcrire par ce qui serait plutôt qu'un logiciel de dictée, ça serait un service de transcription automatique d'enregistrement. Donc, voilà un autre type de solution. Mais c'est pas mon mandat, et surtout pas ce Oui, soir, d'essayer parce que de vous dire quel excusez-moi. logiciel vous procurez parce que c'est pas ce qui, ce qui me Oui, motive parce dans que la... quand j'étais étudiante, il y avait quelques étudiantes qui utilisaient ce type de logiciel. Je n'ai pas l'impression qu'elles pouvaient acheter un logiciel aussi cher que ça. C'est pour ça que je me dis, il ne doit pas y avoir que Dragon, mais bien d'autres Non, qui sont plus accessibles. En fait, les plus accessibles, c'est ceux qui sont dans la suite Office 365. Alors, je sais pas, c'est sûr que maintenant il faut s'abonner. C'est quoi, une centaine de dollars par année? Et puis, ça comprend, et ça fonctionne très bien, puis c'est facile à paramétrer. Oui, Fait que parce que c'est déjà si on veut faire un essai et voir si ça nous convient, on ne va pas se ça lancer coûte à rien, acheter exactement. Moi, oui. c'était le problème. J'avais, justement, j'ai un programme de mentorat depuis 2 ans. Puis, je coach des jeunes traducteurs, ce qu'on appelle des traducteurs juniors ici, là, qui ont 2 ans, 1 an, 2 ans d'expérience. Puis justement, j'essayais de les amener vers cette voie-là, puis je me disais: «Je peux pas». Je veux dire, ils ont 400 $, ils n'ont pas 400 à mettre là, ou 500 ou 600 à mettre.
Puis, c'est là que j'ai vu la barrière. Mais depuis l'année dernière, je trouve que Office 365, là, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Mais pas toutes les combinaisons de langue, comme on a dit. Mais français-anglais, ça va très, très bien, là. Mais c'est pas pour les autres combinaisons. Alors, c'est ça, là, Julien, vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche parce que je pense que c'est pas toutes les combinaisons de langue là, qui fonctionnent bien avec ces outils-là non plus, là. Oui, mais Julien, vous travaillez avec combien de langues? 3, 4? surtout avec l'espagnol, le français, l'anglais. Oui. Parce qu'il a un accent. Oui. 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 C'est l'espagnol, oui. Oui. Ben, là-dessus, je te remercie beaucoup, Julien, de ton temps. Il y a Louise, aussi, Louise, elle a quelque chose à rajouter. Encore une petite question parce que j'ai cru comprendre. Je sais que je peux utiliser Word pour écouter ma traduction, mais tu es en train de dire qu'on peut dicter avec ça aussi? Oui. Dans MemoQ et dans Trados? Dans MemoQ, non, parce qu'il faut exporter le fichier en .docx. OK. Dans Trados non plus. Trados, ce qui marche Je chez sais que Dragon. je les écoute, j'écoute mes traductions, ça fait partie de ma routine de révision. Mais Super. Tu gagnes beaucoup de temps, mais tu peux aussi dicter directement dans Word. Mais c'est ça, tu es obligé d'aller chercher si tu es dans MemoQ parce que ton client te demande de travailler dans l'environnement MemoQ. Puis tu as des formats de fichiers, comme Trados, tu as des fichiers XLIF qu'il faut que tu traduis, il faut que tu livres. Ça fait que tu n'as pas le choix, il faut que à un moment donné, que tu reviennes à Trados. Mais si tu travailles dans l'environnement Doc, puis après ça, tu téléverses avec MemoQ, tu peux faire ça, téléverser. Puis ça se place très, très bien, toutes les cellules, tout à la bonne place. Moi, je le fais avec MemSource régulièrement. Fait que c'est ça. Tu devrais en faire un atelier, Sylvie. Ah, oui, je vais faire ça à un moment donné. Oui. J'ai trop de projets, là. Oui. Fait que c'est ça. Oui, ben c'est ça, j'ai fait des capsules. Ça me fait penser, parce que je les avais partagées avec Julien pour les IT, là. Sur mon, je les joindrai aux informations que je vais donner là, sur le post de Julien, puis la plateforme Tradic. Justement, une façon dont les yeux fonctionnent quand on dicte. Pourquoi les yeux sont si importants? C'est pas juste parce que je suis visuelle, là, c'est pas juste pour ça. C'est parce que cognitivement, quand on lit, généralement, on traite l'information d'abord, je vous le dis, là, puis c'est inconscient, vous le faites depuis tout petit, puis je vous le dis, puis vous ne ferez pas le lien parce que c'est rendu, c'est intériorisé, là. C'est que, puis moi, je me suis servi de ça parce que j'ai repris conscience de ces processus-là. C'est que la première chose qu'on regarde dans une phrase, c'est le verbe. Bien, premièrement, on regarde si on a une subordonnée, une principale, ou si on a deux indépendantes, ou si on a une indépendante. C'est la première chose qu'on regarde. Ça se fait en millisecondes, là. C'est très, très rapide. Ensuite, la deuxième chose qu'on regarde, c'est si on a une indépendante, où se trouve le verbe conjugué. Ensuite, on s'en va à gauche. Nos yeux s'en vont à gauche, ils vont regarder le sujet. Puis après ça, nos yeux s'en vont à droite du verbe. Fait qu'on s'en va, notre regard, suivez-moi bien, c'est le verbe. Ensuite, nos yeux s'en vont à gauche, le sujet. Quand on a une phrase standard, là, on s'entend, là. Puis après ça, notre complément d'objet direct, complément circonstanciel. Donc, quand vous dictez, vous avez trois choses à regarder, c'est votre verbe. Puis vous ne vous préoccupez pas quand vous dictez du temps de verbe, surtout pas. Parce qu'il faut puis même, allez-y avec un infinitif. Parce que quand vous allez vous relire, vous allez mettre là, le futur, le passé composé, le présent, c'est là que vous allez corriger. Mais c'est juste d'avoir les concepts dans l'ordre. Puis vous refaites ça de phrase en phrase. Puis vous allez devenir tellement rapide que moi, je ne suis pas toute seule à avoir fait ça. J'ai remarqué que les traducteurs chevronnés font ça. C'est qu'ils sont en train de dicter, puis je suis en train de dicter, puis en train de lire la phrase en dessous, déjà décortiquée. Pendant que que je suis en train de parler, j'ai une autre partie de mon cerveau qui est en train de décortiquer verbe, sujet, complément d'objet direct, complément circonstanciel, etc. Quand j'arrive à la phrase que je suis en train de la dire, je suis en train de faire l'autre ensuite. Ça, c'est quand on devient. Puis ceux qui tapent font le même processus aussi, là. Ils ont, avec le temps, ils développent la même façon de découper l'information.
sauf qu'ils tapent, donc ils perdent du temps, tandis que nous, on optimise le traitement des concepts dans la phrase, puis en plus, on gagne du temps parce qu'on utilise la parole. Alors Oui. là, on devient très productif. Fait que c'est ça. Encore une fois, la terre fertile pour la recherche. Exactement. Est-ce qu'il y avait autre chose? On va laisser Julien aller se reposer parce qu'il arrive d'un grand voyage. Et puis, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Puis, on te remercie beaucoup. Puis, Merci à toi. vous allez Et puis à trouver tout le le monde. balado Merci. demain sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Tradinter. En tout cas, Merci merci beaucoup beaucoup. à tout le monde. C'est intéressant. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Bonne Au dictée, puis à revoir. la prochaine. Oui, c'est ça. Salut. Bye. Bonne Au fin de revoir. soirée. Au Bye. revoir.